Jacques Beau, d'après vous, où veut aller Israël avec cette opération de Gaza? Alors en réalité, la question que vous posez aujourd'hui, je l'ai déjà posée il y a 20 ans dans mon ouvrage sur la guerre asymétrique, où je parlais déjà de la problématique de la résistance palestinienne et de la manière dont Israël répondait à la résistance palestinienne. J'ai repris ces éléments dans mon livre Vaincre le terrorisme djihadisme que j'ai mis derrière moi, qui montre que, parce que, n'est-ce pas, le terrorisme, c'est évidemment quelque chose que tout le monde veut combattre et tout le monde doit combattre. Donc la question, elle est assez claire. Mais le problème est qu'il n'y a pas qu'une seule manière de combattre le terrorisme. Il y en a des dizaines. Or, on a l'impression que depuis maintenant 75 ans, Israël n'a toujours trouvé qu'une seule manière de résoudre le terrorisme, c'est-à-dire par la force brute. Et quand je dis brute, je pèse mes mots parce que c'est une violence qui n'a pas beaucoup d'intelligence. On essaye d'écraser une population et à terme, et je posais déjà cette question il y a 20 ans, on se demande si il y a beaucoup de sottises chez les dirigeants israéliens ou beaucoup de perfidie. Parce que la seule finalité que peut avoir la stratégie israélienne, c'est d'anéantir ou d'exterminer la population palestinienne. Le mot exterminer n'est pas nouveau dans le vocabulaire israélien. Il avait déjà été utilisé, je le rappelle, lorsque Israël était entré au Liban en 1982, et le but était exterminer l'OLP. Donc, pour un peuple qui s'est toujours plaint d'avoir été victime d'une extermination, on constate qu'ils appliquent l'extermination, enfin l'extermination s'applique aux autres, doit s'appliquer aux autres, mais pas à eux. Ceci étant, au-delà de la partie ironique de ça, ça montre aussi que Israël n'est pas honnête avec la communauté internationale, pas honnête évidemment avec les Palestiniens, pas honnête avec la communauté internationale, parce qu'elle fait croire qu'elle essaye de pacifier, de résoudre un problème, mais en réalité, sa stratégie ne fait qu'accentuer le problème et ne fait que, si vous voulez, envenimer la situation. Et je pense d'ailleurs qu'il y a un calcul délibéré des Israéliens de rendre la situation, si vous voulez, d'enlever toute autre option à Israël que d'anéantir totalement la population pour pouvoir arriver à ses fins. Parce qu'en réalité, les portes qui existent, enfin qui existaient depuis 1948 pour trouver des solutions politiques aux différents conflits, parce que oui, c'est bien un conflit israélo-palestinien, mais quand on voit la manière dont il a évolué, on s'aperçoit qu'il y a évidemment plusieurs conflits. Le premier conflit, ça a été certainement celui de 1947-48, c'est-à-dire que à partir du moment où les Israéliens, ou ce n'était pas encore des Israéliens d'ailleurs à l'époque, c'est les Juifs, lorsqu'ils ont pris plus de territoire que leur on accordait ou n'en prévoyait le plan de partage, évidemment que les Arabes n'ont pas. Ça a été un premier conflit qui s'est finalement terminé plus ou moins en 1949 avec l'armistice. Mais et à partir de là, on est parti à partir de ces lignes-là, qui sont les frontières d'ailleurs d'avant 1967. C'est un premier conflit. Mais après, il y en a d'autres, parce qu'après, il y a la conquête ce qu'on appelle aujourd'hui les territoires occupés, les territoires palestiniens occupés, c'est-à-dire la bande de Gaza et la Cisjordanie. Et par ailleurs, ce qui est un territoire occupé, pas palestinien, mais territoire occupé, qui est la région du Golan. Et chaque fois, on a chaque fois finalement un conflit un peu différent, mais où les Israéliens ont toujours utilisé le même discours et finalement nous ont menés en bateau sur l'idée qu'ils voulaient résoudre ces problèmes. Donc on a effectivement, et aujourd'hui on le voit à Gaza, cette idée d'abord d'anéantir le Hamas en anéantissant la population, qui est la pire des solutions, à vrai dire. C'est la pire, pas seulement la pire pour les Gazaouis, ça c'est évident, mais c'est la pire au niveau stratégique. Et on le voit déjà aujourd'hui, puisque Israël, d'ailleurs aujourd'hui, enfin, il y a maintenant une semaine ou deux, il y a un sondage qui a été fait
aux États-Unis, Harvard Harris, qui est un établissement de sondage très important, et on voit que 51% des jeunes Américains, 51% des jeunes Américains se disent prêts à liquider Israël et à le donner au Hamas. 51% des jeunes. Alors, si on prend les autres classes d'âge, on C'est s'aperçoit que tournement historique de l'opinion publique. c'est exactement ça. Et ça c'est parce que les jeunes, d'abord, n'est-ce pas, les massacres effectués par l'armée israélienne ont mis en évidence une profonde injustice, ont mis en évidence que on ne sait pas encore exactement, enfin, ceux qui sont ceux qui s'intéressent peuvent savoir, mais ceux qui, la grande majorité des gens, on sait pas ils savent pas ce qui s'est passé le 7 octobre. Alors, il est possible qu'il y ait des crimes qui aient été commis. Je dis bien, il est possible. Oui. Mais, quels que soient les crimes qui étaient commis à ce moment-là, qui sont au maximum de 1200 personnes, je le rappelle, ça ne justifie en aucune manière au terme du droit international, même si le Hamas avait utilisé une bombe nucléaire le 7 octobre, ça ne justifiait en aucune manière le massacre d'une population. Et c'est d'ailleurs un peu le drame, alors c'est évidemment le dilemme des médias comme LCI, BFM TV et compagnie, tous ces médias français qui essayent, et même la RTS d'ailleurs, même la RTS suisse, c'est assez frappant, de voir ils essayent de justifier le massacre de la population gazaoui par le crime du 7 octobre. Or, légalement, et c'est valable d'ailleurs pour n'importe quel citoyen comme en droit international, c'est pas parce qu'il y a eu un crime a été commis que vous pouvez en commettre un autre. Donc là, il y a une espèce d'aveuglement de la communauté internationale et de la communauté journalistique sur ces choses-là, uniquement dans le but de protéger Israël. Le problème, c'est que les gens ne sont pas idiots. Une bonne partie des jeunes aujourd'hui ne suivent pas les réseaux, la télévision, mais suivent l'actualité sur les réseaux sociaux. Et ils constatent bien, ce n'est pas une question de propagande, parce qu'on s'aperçoit que, en fait, déjà là aussi, il y a quelque chose d'intéressant. Israël fait de la propagande, mais pas de la propagande, fait de la désinformation. Et cette désinformation, elle apparaît très vite. Le Hamas, est-ce que le Hamas nous dit toujours exactement la réalité? On ne sait pas. Peut-être qu'il déforme un peu, c'est possible, mais ils ne font pas de désinformation. Et donc, on voit cette différence, et les jeunes la voient, et par conséquent, les massacres causés par Israël n'ont fait que légitimer le Hamas. Et il ne faut pas oublier d'ailleurs, cette question de légitimité est importante. J'en ai souvent parlé, j'en parle d'ailleurs dans mon livre sur le terrorisme, parce que c'est une difficulté fondamentale. C'est que le terrorisme, c'est une méthode. Et lorsqu'on lutte contre le terrorisme, on lutte contre la méthode. Mais ça ne veut pas dire que la cause soit illégitime. On peut avoir une cause parfaitement légitime et utiliser une mauvaise méthode pour la défendre. Et le terrorisme est une mauvaise méthode pour défendre une cause légitime. La résistance palestinienne est une cause légitime. Et non seulement, elle n'est pas seulement légitime, mais elle est légale. Et elle est légale, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les résolutions des Nations Unies, notamment la célèbre résolution 45-130 de 1990, 242 aussi. qui donne. Alors, il y en a d'autres aussi, mais les autres sont plus générales. Oui. Celle de 1990 dit explicitement que la résistance palestinienne a le droit d'utiliser tous les moyens pour lutter contre l'occupation, y compris la force armée. Donc, cette résistance est parfaitement légitime dans tous les sens. Maintenant, évidemment, ça n'autorise pas toutes les méthodes pour le faire. Ça, c'est très clair. Mais la méthode, la raison est légitime. Donc déjà là, on a un élément. Mais le problème est le suivant. Quand vous êtes face à un interlocuteur qui ferme toutes les portes des voies légitimes pour exercer votre droit, il ne vous reste plus que les solutions illégitimes ou alors ne rien faire. Et il faut que les gens se mettent dans la position comment, des résistants. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, De Gaulle était considéré comme un terroriste et comme un hors-la-loi, n'est-ce pas?
Et si on n'avait pas, si les résistants n'avaient pas considéré qu'il fallait dépasser les règles nationales pour faire la résistance, eh bien, ils n'auraient strictement rien fait. Donc, il y a un moment, à partir du moment où toutes les portes sont fermées, eh bien, vous êtes face à une situation où il ne peut y avoir que de la violence. Et c'est exactement la situation dans laquelle se trouve Israël. Israël ferme systématiquement toutes les portes et par exemple, pour la question du 7 octobre, on sait aujourd'hui que l'objectif du Hamas le 7 octobre était de prendre des prisonniers parmi les militaires. Ça, c'est important, parmi les militaires, parce que ce qu'ils ont attaqué, ce qu'on ne voit pas sur nos cartes, c'est qu'à côté de tous ces kibboutz qui entourent la zone de Gaza, qu'on appelle l'enveloppe de Gaza techniquement, dans cette zone-là se situent des bases militaires. Et typiquement, à proximité, par exemple, du festival de musique de Reim, et qui était l'objet de cette journée, il y a une base militaire. Et c'est là que le Hamas voulait aller. Il voulait aller dans la base militaire. Il ne voulait pas s'attaquer au festival, qui aurait dû normalement être d'ailleurs arrêté le samedi. Il aurait dû s'arrêter le vendredi soir, et puis c'est finalement les organisateurs qui ont prolongé le festival. Et les témoignages qui ont été recueillis par la police israélienne elle-même, donc ce que je vous dis, c'est la police israélienne. La police israélienne a constaté qu'effectivement, les gens du Hamas sont été surpris par ces festivaliers, et puis ils ont demandé leur chemin d'ailleurs, dans un premier Oui, temps, pour aller oui, vers la base militaire. Donc oui. l'objectif, c'est la base militaire. Et pourquoi voulaient-ils prendre des prisonniers? Parce que le Hamas, par l'intermédiaire de l'Égypte, était en négociation pour la libération des prisonniers avec l'autorité israélienne. Et ces négociations, elles ont été interrompues par Israël, abruptement d'ailleurs, à la fin 2021. Et c'est à ce moment-là que probablement dans la tête des Palestiniens, enfin du Hamas en tout cas, je dis des Palestiniens parce qu'on parle toujours du Hamas, mais en réalité, on devrait parler d'une sorte de collectif de mouvement, parce que le Hamas est bien la partie la plus importante de ce collectif, mais on a un collectif de mouvements parmi lesquels on a le djihad islamique palestinien, les comités révolutionnaires populaires, et puis dans une certaine mesure aussi, enfin même pas seulement dans une certaine mesure, dans une grande mesure, les brigades des martyrs d'Al-Aqsa. Donc, on n'a pas seulement un mouvement, mais on en a quatre en réalité. Mais bref, dans leur tête, ils se sont dit, ben voilà, si on veut reprendre les négociations sur la libération des prisonniers, eh bien, il nous faut prendre des prisonniers et les échanger. Et c'est la raison de cette opération déluge d'Al-Aqsa du 7 octobre. Donc, le but n'était pas D'après de vous, massacrer des gens. Pardon. permettez-moi, est-ce que d'après vous, est-ce que c'est vrai que suite à l'interruption de négociations, les services de renseignement égyptiens ont averti le Mossad de la possibilité que Hamas va commettre une opération commando pour libérer les otages, etc. Est-ce que c'est vrai d'après vous? Alors, je ne sais pas exactement. On sait que les services de renseignement égyptiens, pardon, ont informé les autorités israéliennes, mais je ne suis pas sûr que les services égyptiens savaient ce qui allait se passer. Ceci étant, il y a de très nombreux indices, en termes techniques, on parle d'indices ou d'indications, enfin indices en français, indication en anglais, qui montrait que quelque chose se passait. Et comment euh, comme j'ai dit tout à l'heure, dans l'enveloppe de Gaza, c'est-à-dire dans la partie de cette bande qui entoure la bande de Gaza, vous avez une division spéciale israélienne qui a été d'ailleurs créée pour assurer la sécurité ou la surveillance de la bande de Gaza. C'est la division de Gaza, commandée par le général Avi Rosenberg. Et c'est cette division qui gère toutes les tours de contrôle, tous les systèmes électroniques, toute la barrière qui entoure la bande de Gaza. Or, les militaires qui sont affectés à la surveillance de la bande de Gaza avaient observé déjà depuis quelques mois que les Palestiniens s'entraînaient
à proximité de la commande et tout. Parce que apparemment, les Palestiniens se sont entraînés parce que l'objectif, c'était évidemment de franchir la barrière. Cette barrière, alors la barrière, elle est un peu, elle ressemble beaucoup à la barrière qu'il y avait entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest pendant la guerre froide, hein, le fameux rideau de fer. C'est-à-dire une barrière métallique avec des stations de tir électroniques, des tirs automatiques, pardon, et des systèmes de détection, radars, des senseurs sismiques, des senseurs donc magnétiques qui sont placés tout le long de la barrière et qui déclenchent le tir dès qu'on s'approche. Donc il fallait mettre au point des techniques pour le faire et c'est pour ça que les Palestiniens, sans doute par petits groupes, ont essayé à proximité de cette barrière enfin, de s'entraîner. Et les militaires israéliens avaient capté ça. Mais ce qui s'est passé, alors là, il y a plusieurs interprétations. Certains diront que les Israéliens ont fait exprès de ne pas réagir pour pouvoir réagir plus massivement maintenant. C'est possible, je ne sais pas. J'ai plutôt tendance à croire par expérience que les services israéliens, pas seulement les services de renseignement, mais les services de sécurité israéliens, n'ont pas cru, ils n'ont pas imaginé que les Palestiniens puissent lancer une opération de cette envergure. Ils s'attendaient certainement à quelque chose. Dans la presse, pour revenir aux Égyptiens, dans la presse, la presse a dit que les Égyptiens avaient annoncé quelque chose de gros, quelque chose d'important. Vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire, quelque chose d'important? Pour un service de renseignement, ça ne veut rien dire du tout, quelque chose d'important. Il faut aussi être conscient de ça. Donc, ce qui est possible, c'est que mon explication, connaissant les services israéliens, connaissant étant quand même ayant pas mal étudié la question de la lutte contre le terrorisme dans cette région, j'ai le sentiment que le problème des Israéliens, c'est qu'ils ont toujours l'impression d'être supérieurs aux autres et que les autres ne sont pas capables de faire ce qu'eux font. Et c'est d'ailleurs, on retrouve exactement ce problème-là aujourd'hui dans Gaza, où l'armée israélienne pensait arriver à avoir du succès, et là, en ce moment, ils sont en train de piétiner littéralement. N'est-ce pas? Si vous regardez la carte de ce que les Israéliens occupent de la bande de Gaza, vous constaterez qu'ils occupent des parties très peu bâties, donc peu urbanisées. Donc il était facile d'avancer là-dedans. Mais maintenant qu'ils touchent les parties plus robustes de la zone de Gaza, eh bien, ils sont arrêtés. Et ils n'arrivent pas à percer. Ils sont constamment sous le feu d'embuscades. Apparemment, les dégâts psychologiques chez les Israéliens sont énormes. Le nombre de blessés est énorme au point qu'apparemment Israël est obligé de mentir sur le nombre de blessés et probablement le nombre de tués également. Donc on voit que les Palestiniens ils sont évidemment plus déterminés, ils n'ont rien à perdre. Vous comprenez? C'est aussi ça. Quand vous menez une action de contre-terrorisme, contre-guérilla, etc., et j'ai personnellement été spécialement formé à ça dans l'armée britannique, quand vous faites une bonne stratégie de lutte contre le terrorisme, doit laisser des portes de sortie, doit laisser ouvertes des possibilités de négociation, des portes de sortie. Or, les Israéliens n'en ont jamais laissé aucune. Donc, du coup, quand vous êtes dans une situation comme ça, comme je disais tout à l'heure, eh bien, pour les Palestiniens, vous jouez le tout pour le tout. Vous n'avez rien à perdre. Et non seulement vous n'avez rien à perdre, mais le fait de mourir pour une cause qui est une noble cause, la cause de la résistance et de l'indépendance, eh bien, vous devenez un héros. Par conséquent, alors que pour les Israéliens, vous n'êtes pas un héros, parce que tuer des civils n'est pas héroïque. Massacrer des civils n'est pas héroïque.